Mesdames et messieurs, nous pensons de manière beaucoup trop conventionnelle. Voilà ce que pense Luc de Brabander, qui veut regarder des choses d'une autre façon. Lorsqu'il s'agit de créativité, l'on emploie rapidement des mots comme « out of the box ». Eh bien, Luc de Brabander trouve cette expression totalement inappropriée, car il faut avoir un cadre. On a besoin d'une boîte afin d'y donner libre cours à son imagination. Non, ce dont nous avons besoin, c'est un nouveau cadre, une nouvelle boîte. La nature lui a vraisemblablement donné le talent et le cerveau qu'il faut pour y arriver. À l'origine, il était mathématicien et au fil des années, il a commencé à s'adonner à la philosophie. Aujourd'hui, il se sent surtout corporate philosopher. Quelqu'un qui aide à changer les entreprises. Il est associé du Boston Consulting Group et fondateur de cartoonbase.com. Lorsque l'on demande à Karel de Boek, le grand patron de Dexia, quel est son livre préféré, il évoque le management des idées de Luc de Brabander. Espérons, en tant que contribuable, que De Boek s'en est suffisamment inspiré pour réduire au maximum les pertes de Dexia. Mesdames et messieurs, cela fait très longtemps que je souhaite entendre que cet homme a à nous dire Luc de Brabander. Bonjour, ça me fait fort plaisir d'être ici, c'est ma ville natale. Ik ben een Franstalige Vlaming. Effectivement, la créativité, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est tout. Quand j'étais petit garçon, je me rappelle, je parlais à mon papa, je demandais « Papa, d'où viennent les idées ?» Et alors il m'avait offert un train électrique en disant peut-être que... Mais la question, elle est toujours là, d'où viennent les idées? Et mon privilège, c'est, quand j'ai eu 40 ans, j'ai pu transformer cette passion en métier. Et aujourd'hui, effectivement, c'est mon métier. Et au BCG, donc, je travaille depuis des années sur ce sujet. Au BCG, on a un grand département qui s'appelle le Knowledge Management. Moi, j'ai été nommé responsable de Ignorance Management. Donc, comment est-ce qu'on gère ce qu'on ne sait pas? Parce que finalement, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Comment fait-on apparaître du neuf? Et j'ai beaucoup de bons souvenirs dans ce métier, même si je l'ai pratiqué en amateur pendant 15 ans et en professionnel depuis 20 ans, j'ai énormément de bons souvenirs. Et il y en a un, bien sûr, qu'on vient d'évoquer, qui m'a marqué. C'était chez Essilor en France, il y avait pas 300-400 personnes et je fais ma conférence out of the box. Après vient le question time, le président de l'entreprise qui dit « Bon, c'est très bien ce que vous dites, mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est exactement ce box dont il faut sortir? Vous pouvez me dire en quoi il est fait, d'où il vient, est-ce qu'il y a une clé, est-ce qu'il y a une porte ?» Je ne savais pas répondre. Et je n'étais pas très fier parce que finalement, j'avais utilisé beaucoup cette expression. Et cette question, en fait, ne m'a plus jamais quitté. Il y a bien 12-13 ans, ne m'a plus jamais quitté parce que je crois que c'est la bonne question. Qu'est-ce que c'est le box? Et je vais vous développer un petit raisonnement sur ce sujet à partir de ce box, finalement, parce que c'est effectivement la clé. Bon, je crois, par exemple, que les boîtes, ça n'existe pas. Si vous êtes dans une banque, sortir de la boîte, out of the box, ce n'est pas sortir de la banque. C'est sortir de la manière dont on perçoit la banque, etc. Et donc cette question ne me quitte plus, et ne me quittera plus jamais, et je crois qu'elle nous permet un nouveau regard sur la créativité, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors, peut-être le point de départ, c'est peut-être pas très optimiste, mais j'y arriverai à l'optimisme, c'est un petit constat d'échec. Finalement, le brainstorming, comme on l'a pensé, cette idée de vouloir faire du neuf, peut-être que ça n'a pas été aussi utile qu'on le pense. Rentrons dans le vif du sujet immédiatement. On pourrait comprendre certainement beaucoup sur la créativité si on comprend comment Apple, par exemple, a fait le iPod. Bon, si on voit comment ils ont fait, on va apprendre beaucoup.
Je crois qu'on va apprendre beaucoup plus si on comprend comment Sony a fait pour ne pas le faire. Ça fait un peu mal, donc le point de départ n'est pas tellement optimiste, mais il y a 20-25 ans, Sony avait inventé ce qui s'appelait le Walkman. Mais peut-être que vous êtes trop jeune, je ne sais pas, je ne vous vois pas bien ici. Bon, c'est ici. Bon. Et le Walkman avec 2 fils et des écouteurs dans les oreilles, c'est exactement l'iPod. C'est exact avec la technique de l'époque. Mais alors, c'est un peu étrange, parce que l'idée, finalement, un brainstorming n'aurait rien changé. Non. Comment ils ont fait chez Sony pour ne pas inventer l'iPod? En plus, ils avaient du contenu, ils possèdent une partie de Columbia, donc ils ont du contenu. Et j'ai commencé à être un petit peu troublé par ces observations. Il y a quelques années, je rentrais des États-Unis et mon voisin dans l'avion qui travaillait chez Mastercard, on discutait, il me demandait ce que je faisais. Et je disais, bon, et puis à un moment, il me dit, c'est quand même trop bête, me dit-il, qu'on n'a pas lancé, nous, PayPal. Alors je dis, oui, ça c'est trop bête. Effectivement, ça... Et comme si ça ne suffisait pas, il rajoute, et vous savez quoi, monsieur, me dit-il, on avait un projet exactement comme PayPal. Alors je dis, ben, c'est encore plus bête, moi. Bon. Mais évidemment, c'est troublant parce que un brainstorming n'aurait rien changé chez Mastercard. L'idée était là, il venait de me le dire. Et d'ailleurs, quand on regarde la totalité d'Internet, eBay, Google, YouTube, toute la bande, c'est quand même étrange. Pas un seul n'est né dans une grande entreprise. Vous imaginez le constat? Mais c'est dingue. Comment Amazon n'est pas né chez Walmart ou Carrefour, Deleuze, comme vous voulez, vous pouvez choisir. Comment se fait-il que eBay n'est pas né chez Christie's, comment se fait-il que... etc. Mais comment c'est possible que YouTube ne soit pas né dans une... YouTube. Bon, qu'est-ce que c'est? Une banque de données avec des mots-clés et des petites vidéos. Il ne faut pas 5 prix Nobel pour penser à ça, quoi. Donc, comment se fait-il que c'est pas né chez TF1 ou VRT? Vous pouvez choisir. Hein. Et dans tous ces cas, un brainstorming n'aurait changé rien du tout. L'idée était là. Et donc, c'est mon constat de départ. Qu'est-ce que la créativité si les idées sont là? Qu'est-ce qui a manqué chez Sony? Qu'est-ce qui a manqué chez tous ces gens? Comment se fait-il que toutes ces grandes entreprises avec des milliards de dollars de recherche et développement ne parviennent pas à faire ce qu'il faut pour lancer eux-mêmes YouTube et tous les autres? Et ce constat, il est lié bien sûr à la remarque du patron à propos des cadres. Je crois qu'on comprend la raison quand on comprend ce que c'est le cadre et quand on va jusqu'au bout de cette logique. Et je vais vous amener, si vous le voulez bien, à une nouvelle conception de la créativité que je crois beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, on l'a dit juste avant moi, ce n'est pas tant sortir du cadre, mais c'est la capacité de construire des cadres. Et donc, pendant un quart d'heure, je vous propose de ne pas parler de créativité, mais de revenir au mot premier, qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que penser? Et donc, qu'est-ce que penser? Alors, quelques constats d'abord. Il y a un petit livre intéressant de Borges qui s'appelle Funès ou la mémoire. C'est l'histoire d'un cow-boy qui il fait du cheval et puis il a un accident. Boum. Il tombe sur la tête. À partir de ce moment, il n'oublie plus rien. Il lit un roman, rencontre un ami et son ami lui dit « Ah, salut Funès, tu viens de lire ce roman, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Funès ne répond pas. Alors l'ami s'énerve un peu et dit « Mais enfin, tu viens de lire ce livre, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Funès se rend compte que parce qu'il se souvient de la totalité du livre, il n'est plus capable de penser au livre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour penser, il faut oublier. Ignorance management, c'est pour ça que je me suis spécialisé, j'oublie. Pour penser, il faut oublier. Si vous avez été au cinéma récemment, si vous êtes capable aujourd'hui de donner un avis sur le film, c'est parce que vous avez oublié quasi tout le film. Si tout à l'heure vous avez un avis sur ce que je raconte maintenant, c'est parce que vous oubliez quasi tout. C'est la règle, je suis habitué. Et donc, l'oubli est extrêmement important avec 2 remarques très, très fondamentales. La première, on ne contrôle pas ce qu'on oublie. Donc si vous êtes au cinéma et vous regardez le film, vous ne faites pas « ça je m'en fous, ah c'est pas mal ça ».
Ça, non, ça va là. C'est pas comme ça qu'on... Néanmoins, à la sortie, vous avez oublié quasi tout le film. Ça vous permet de donner un avis. Bon. Et la deuxième remarque, c'est que vous n'oubliez pas la même chose que votre voisin ou votre voisine. Face au même film, nous n'oublions pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre ce qui est en face de vous et vous-même, ce qui est en vous. Et c'est cette interaction qui produit l'oubli. Et donc, le point de départ de la pensée, c'est l'oubli. Et on doit comprendre et accepter cela. Quand un papa ou une maman dit « je pense à mes enfants », c'est vrai. Quand le patron d'une banque dit « je pense à mes clients », c'est pas vrai. C'est pas possible. Il en a 1 million. Comment voulez-vous qu'il fasse? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour penser à ses clients? Attention, on se comprend, hein, on se comprend. Mais il faut comprendre exactement de quoi il s'agit. Quand il dit « je pense à mes clients », le patron, il oublie. S'il est capable de penser à ses clients, parce qu'il a oublié quasi tous ses clients. Il a oublié quasi tous ses clients. En fait, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Des concepts. Les retraités, les chômeurs, les étrangers, les jeunes, les étudiants, des concepts. Et c'est les concepts qui nous permettent de penser. Mais les concepts sont construits sur l'oubli. La boîte étudiant n'existe pas. Je ne peux pas manger avec le concept d'un retraité. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est, comme disait Spinoza, le concept de chien n'aboie pas. Donc, c'est En fait, nous fonctionnons avec des concepts. Et ces concepts sont possibles grâce à l'oubli et indispensables à la pensée. Je ne peux pas faire autrement. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est un chauve. S'il a 1 cheveu, c'est un chauve. 2 cheveux, c'est un chauve. Et je continue. 3 cheveux, 5 cheveux, 100 cheveux. À un moment donné, il y a 1 cheveu. Et vous ne savez pas lequel. Tout à coup, vous êtes plus chauve. Non, mais vous imaginez la valeur de ce cheveu. Mais moi, je ferai un contrat d'assurance particulier pour... Et donc, tout à coup, vous êtes dégarni. Moi, je suis dégarni, je ne suis pas chauve. Bon. En fait, les gens comme nous qui ne sommes pas de la coiffure, on traite le monde du cheveu en 4 catégories. Les chauves, les dégarnis, les normaux et les hirsutes. Et on vit très bien. Et on vit très très bien. La seule chose, si je vous demande quel est le cheveu qui fait qu'on n'est plus hirsute, comme on ne peut pas, parce que le concept par définition est flou. Un dégarni, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, ben, non, ça n'existe pas. Mais c'est grâce à ça que je peux penser au monde du cheveu. Et donc, l'outil, la brique de la pensée, l'atome de la pensée, c'est le concept. Le concept. Avec 2 choses à rappeler. On ne peut pas s'en passer pour agir, mais pour le construire, je dois oublier. Si je prends tous les détails des clients de ma banque, il m'est impossible de construire des catégories. La segmentation de marché, en fait, c'est ça. C'est indispensable. Et c'est très utile parce que comme c'est segmenté, je peux téléphoner à ma compagnie de publicité et leur dire, voilà, j'ai 7 segments, vous allez me faire des messages différents pour les vieux, les jeunes, les provinciaux, etc. Grâce à ça, je peux passer à l'action. Mais pour cela, j'ai dû oublier, j'ai dû renoncer à des choses fondamentales, de détails, de nuances. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. C'est un arbitrage. Je dois écrémer la réalité, skim. Je dois écrémer la réalité pour pouvoir la changer. Si je n'ai pas le concept d'étudiant ou le concept de retraité, je ne peux pas penser à mes clients. Et évidemment, ça va nous mener loin cette affaire, parce que ce n'est pas fini. Nous avons déjà, après 8 minutes, la possibilité de définir le mot penser. Penser consiste pour l'essentiel à utiliser et à construire des concepts. Quand vous pensez, ou bien vous êtes dans le mode « j'utilise un concept », donc
je vais appeler mon agence pour faire une idée de publicité pour les retraités, j'utilise le concept de retraité, ou bien je suis dans le mode, je construis les concepts, le retraité, l'étudiant et l'expatrié, etc. Penser consiste pour l'essentiel à utiliser ou à construire des concepts. Bien. Alors, je dirais, ça ressemble à une forme de symétrie, ça ne l'est pas du tout. Si vous partez du concept pour changer le monde, c'est ce qu'on appelle la pensée déductive. Prenons un exemple plus simple, vos prochains projets de vacances. Qu'est-ce qu'un projet de vacances? C'est un concept. C'est une simplification. Dans la tête, on n'a que des simplifications. Nous n'avons que des stéréotypes, des modèles mentaux, Denkpatronen. C'est ça qu'on a dans la tête, qui sont tous des simplifications. Et d'ailleurs, très souvent, quand on dit à propos de quelque chose, c'est simple, on devrait dire c'est simplifié. C'est simplifié. Ce qui nous rappellerait qu'il y a eu un processus d'oubli par quelqu'un avec des pas tout à fait sûrs, etc., etc. Penser consiste pour l'essentiel à utiliser des concepts ou à les produire. Pas du tout symétrique. Utiliser un concept, c'est facile. C'est le monde de la logique, de la déduction. D'ailleurs, on dit la pensée hypothéco-déductive. Donc, j'ai mon idée de vacances simplifiée, je vais faire du vélo en Écosse au mois d'août avec un tel. C'est une simplification qui permet d'acheter les billets, de comparer, etc. Donc, je déduis. Ce n'est pas là qu'est la créativité, bien sûr. La question, c'est comment on construit les concepts. Comment on les construit. On les construit à partir du monde. Je reprends l'exemple du patron de la banque. J'ai 1 million de clients. Je construis les concepts à partir de ce que j'ai devant moi. Mais je ne vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose. Comment ça se passe? C'est très délicat, c'est fragile, c'est le monde de l'imagination, de l'intuition, de la perception, des biais cognitifs, très à la mode, les biais cognitifs, tous ces prismes qui font qu'on ne voit pas bien. Pourtant, c'est comme ça qu'on fait les concepts, c'est pour ça comme ça qu'on fait les concepts, et on doit, je crois, mieux comprendre. On peut imaginer une déduction parfaite. D'ailleurs, les machines sont très bien, et peut-être qu'un jour, la déduction sera entièrement sur les machines. Ça m'est égal. Par contre, on ne peut pas imaginer une induction, là je donne le mot, dans le mouvement inverse, quand on part du monde et qu'on va au concept, c'est ce qu'on appelle l'induction. Une induction parfaite est impossible. Est impossible parce que, pourquoi? Parce que ça m'obligerait d'embrasser le monde entier. Et ça, c'est une phrase qui énerve beaucoup mes clients quand je leur dis « il est pas rationnel d'être 100% rationnel ». Ça les énerve. Alors je répète, il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel. Imaginez, monsieur le directeur, que vous vouliez acheter une nouvelle voiture de manière parfaitement rationnelle. Qu'est-ce que vous devez faire? Avoir toutes les offres, tous les prix du monde entier, tous les avis de tous les utilisateurs. Jamais vous avez votre voiture. À un moment, vous dites, une BM. Bon. Eh bien ça, c'est pas rationnel. Alors il est un peu énervé, mais il doit un petit peu admettre. Évidemment, l'induction parfaite, la conceptualisation parfaite prendrait un temps infini, puisque j'ai besoin de connaître tout, de tout, de tout, de tout. Et donc, même avec des machines, je n'y arriverai jamais. Et que donc, un concept, par définition, est imparfait, flou, caricaturé. L'étudiant, ça n'existe pas, le consultant, ça n'existe pas, un marché, ça n'existe pas, un client, ça n'existe pas. Ce sont des concepts, j'ai déjà dit, donc relativement flous, très utiles, mais qui me permettent je dirais, de changer le monde si je n'oublie pas que ce sont des imperfections. Et donc, ce mouvement de conceptualisation, pas l'utilisation des concepts, la conceptualisation, c'est là que se trouve la créativité. Et il faut renoncer à la perfection. Elle prendrait un temps infini. Parce que qu'est-ce qu'on voit du monde finalement? Vous construisez les concepts sur le monde, mais qu'en voyez-vous? C'est l'histoire de 2 philosophes convaincus que l'induction, c'est vraiment un problème très sérieux. Et ils se promènent dans la campagne, et il y en a un qui dit à l'autre, « Tu as vu là-bas, il y a un troupeau de moutons. » Ah oui, on vient de les tondre. Et l'autre répond, « De ce côté. » Alors, vous vous dites, bon, les philosophes, il ne faut quand même pas exagérer, etc. Bon, comme vous voulez, mais quand on dit de ces moutons, ils sont tondus,
comment savez-vous qu'ils sont tondus de l'autre côté? Mais enfin, il ne faut pas déconner, c'est bon, il ne faut pas exagérer. Comment savez-vous qu'ils sont tondus de l'autre côté? En fait, vous ne le savez pas, mais on le dit. Et je dirais, je le dis aussi. Mais bon, l'induction, c'est le mouvement qui permet de passer de beaucoup à tous. Quand vous dites « les clients aiment » ou « les clients veulent », qu'en savez-vous? C'est comme les moutons. Vous construisez le « les clients aiment » sur des hypothèses que vous construisez, mais que vous ne voyez pas. Vous devriez dire « des clients ». Vous dites « j'ai beaucoup d'expérience ». Ça, c'est vraiment beaucoup d'expérience. Moi, j'ai déjà vu 1 million de moutons. Et quand ils étaient tondus là, ils étaient tondus là. Et même l'expérience, il faut s'en méfier. C'est l'histoire d'une dinde. Elle est dans une petite prairie et le matin, il y a un monsieur qui vient amener un peu de nourriture. Le lendemain matin, un peu de nourriture. Toute la semaine. Et puis la semaine suivante aussi. Et la semaine suivante aussi. Que fait la dinde? Une simplification. Ce type est sympathique. La veille de la Noël, qu'est-ce qui se passe? Et oui, vous regardez le monde avec ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, ce sont des simplifications. Donc même si vous avez 200 fois d'affilée reçu de la nourriture, ce n'est pas pour ça qu'on peut dire « ce type est sympathique ». Donc, ce n'est pas tout à fait sûr. Et donc, vous voyez bien que quand on construit le concept, et là je suis dans l'induction, quand on construit le concept, c'est là qu'on touche le fondement de l'être humain. Les biais, toutes ces choses qui font qu'on a envie de passer de beaucoup à tous. Un patron dit les clients, il ne dit jamais des clients. Enfin, bon, on sent bien. Et c'est là que se trouve, bien sûr, la créativité. Pourquoi? Parce que de ce flou peut naître les plus grandes choses. Les plus grandes choses, et c'est la raison de l'optimisme. C'est ce flou, c'est ce côté immécanisable. Jamais l'induction ne sera sur une machine, jamais. Parce que même une machine prendrait un temps infini. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder et passer à l'action. Je dois accepter ce moment de non-rationalité, se lâcher prise, parce que l'induction parfaite vous paralyse complètement. Vous ne pouvez plus agir. Pour agir, il faut simplifier. La simplification est arbitraire, est un petit peu arbitraire. C'est sûr que le nombre de cheveux entre le dégarni, bon, c'est un petit peu arbitraire. Et par exemple, quand on demande combien de couleurs dans l'arc-en-ciel, les gens disent 7. Puis après, ils disent non, il y en a des milliers. Je dis, ben, comment se fait-il qu'on dise 7? Parce qu'il y a des milliers de couleurs vraiment dans l'arc-en-ciel. Mais en nous, on n'en a que 7. Et 7, ça marche. Et donc, en nous, ce sont des modèles. Ceci n'est pas une pipe. 7 n'est pas le nombre de couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ça nous permet de le dessiner. Si je dois faire... Vous allez au magasin, il faudrait peindre un arc-en-ciel, il me faut 1000 crayons, s'il vous plaît. Il va dire, écoutez, avec 7, ça marche. Et c'est vrai que ça marche. On va dire le bel arc-en-ciel. On va certainement le dire. Et donc, on a vraiment, je dirais, cette mécanique fondamentale de la pensée, qu'on retrouve beaucoup dans l'humour. Par exemple, pour raconter une petite blague, c'est le journaliste qui interroge le général à l'armée qui dit « Mon général, est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème avec la marijuana à l'armée ?» Et il répond « Non, tout le monde en a. » Donc, alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot problème, qui est une simplification, qui est un concept, visiblement, il a des sens différents. Et les humoristes sont très forts. Ils sont très forts pour jouer avec ça. Parce qu'on a, je dirais, une interprétation et on rit parce que tout à coup, on se rend compte qu'il y avait une autre interprétation possible. Et que donc, dans la créativité, il y a une part très logique, mais qu'on ne comprend qu'en marche arrière, si vous voulez. C'est ça la manière de codifier ou de formaliser la créativité. C'est le fait de comprendre a posteriori. Au cinéma, il y a ça beaucoup. Je me souviens de La Panthère Rose, Peter Sellers. Il se promène dans un de ses films et il croise
Il croise une dame avec un gros chien. Et il lui dit « Bonjour madame, est-ce que votre chien est mort ?» Elle dit « Non, non. » Alors il caresse « Mais enfin, vous dites votre chien ne mord pas. » Oui, mais ça, c'est pas mon chien. Bon, alors, c'est pas très malin, c'est pas très malin, mais ça montre bien à la fois la force et la faiblesse de la pensée. C'est parce que je sais qu'il y a ambiguïté. En fait, il y a une partie de vous qui pense à votre place. Vous rencontrez quelqu'un avec un chien, sans que vous le décidiez, vous dites, voilà, ça c'est le propriétaire du chien. Et alors, si je maîtrise, je peux faire rire. C'est une troisième Coluche. Il raconte l'histoire d'un sourd sur un banc. Et alors, il y a un policier qui passe et qui dit, attention, on vient de peindre le banc. Et le sourd fait, comment? Il dit, ben, en vert. Bon. Alors, ce n'est pas très malin, mais ça montre les simplifications en nous. Sourd plus comment égale répétez s'il vous plaît. C'est ça. Eh bien non, ça peut être autre chose. Et la créativité, c'est là qu'il faut l'avoir. Il faut l'avoir dans cette capacité de voir autrement quelque chose qui est en face. Et je passe tout doucement dans la partie suivante. Je crois qu'on a bien compris la pensée, cette espèce d'interaction avec un compromis de simplification pour changer le monde. Mais dans ce compromis, il y a le pire et le meilleur. Il y a le pire et le meilleur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Une idée, pour porter ses fruits, doit être figée. Imaginez une entreprise où tous les lundis matins, il y a un mail, mise à jour de la stratégie. Après 15 jours, plus personne ne travaille en disant, écoutez, mettez-vous d'accord, et puis on sent bien qu'une stratégie pour porter des fruits, une idée pour porter des fruits, doit être immobilisée. Mais le monde n'est pas immobile. Et donc, il y a ça qui se passe. Et un jour ou l'autre, vous avez besoin d'une autre idée, d'un autre concept, d'une autre vision, d'une autre simplification, puisque c'est toujours par simplification qu'on fonctionne. Je crois que la créativité, c'est là qu'on la trouve. C'est là qu'on la trouve. Prenons des exemples. BIC. C'est BIC. Il y a 60 ans, ils ont commencé avec ce métier-là. Bon. Imaginez après 2-3 ans, un brainstorming. On va avoir des nouvelles idées. Alors c'est parti. On va mettre 2 couleurs. Ouah, super. 3 couleurs. Ouah, une gomme. Des gros pour écrire sur les murs. Et puis quelqu'un a dit, moi j'ai une idée, on va faire des rasoirs. Alors, vous voyez le genre. Hein. Écoutez, on peut être créatif, mais il ne faut pas exagérer. Hein, donc, hein, bon. Mais en fait, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Quand je dis on va passer à 2 couleurs, 3 couleurs, qu'est-ce que je fais? Je vais du concept d'écriture et je descends vers le monde. Et je peux inventer. C'est comme les rasoirs. Hein. Chaque fois qu'il y a une crise, on rajoute une lame. Hein. 4 lames, 5 lames, 6 lames, 7 lames, 8 lames. Bientôt on va avec des lames. Bon, mais en fait, je peux avoir des idées si je pars du concept et que je vais au monde. Et j'ai des gros bics, trucs en diamant, en or. Bon. Mais ce n'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est des ruptures, les ruptures. Et ces ruptures-là, on les construit dans l'autre sens. C'est quand tout à coup, je me dis, mais au fond, mon métier, ce n'est pas l'écriture, c'est le jetable. Et l'écriture, c'est une boîte. Le jetable, c'est une boîte, ce sont des concepts. Et si je me dis, mon métier, attention, j'ai le même objet, mais je le vois différemment. Je me dis, mais au fond, mon métier, ce n'est pas du tout l'écriture, c'est le jetable. Hein? Je peux partir d'un autre concept, le jetable, et puis je suis reparti en déduction. Et c'est parti. Les rasoirs, les je sais pas quoi, les briquets, tout ce qu'on peut jeter. Ça, c'est, je crois, la mécanique. Sortir de la boîte, sortir de l'écriture, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas l'essentiel. La clé, c'est quand je me dis, mon métier, c'est, mais bien sûr, c'est le jetable. Et alors là, je peux déduire. Et donc, il y a des tas d'exemples. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour Philips il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Philips n'était pas en très bonne santé. C'était plutôt difficile. Imaginez-vous, ils étaient dans l'informatique, dans les machines à laver, dans des tas de trucs, avec la Corée à l'horizon. Bon, c'était pas facile. Moi, le CEO de Philips, à mon avis, il avait du mal à s'endormir à cette époque-là. Et
Peut-être même qu'il s'endormait, après il faisait des cauchemars, donc c'était encore bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je vous dis Philips aujourd'hui, vous me dites quoi, très vite? Bon, quelqu'un a-t-il dit santé? Un tiers du business de Philips aujourd'hui, c'est dans la santé. C'est dans la santé. Un tiers du business. Et c'est génial. C'est génial. C'est ça d'ailleurs qui fait que Philips est toujours, bon, s'en tire quand même bien par rapport à beaucoup de monde. En fait, si vous prenez un four à micro-ondes et une couveuse pour bébé prématuré, vous vous dites, il ne faut quand même pas exagérer. Tâchez maintenant, je vous demande de regarder ces deux objets sans aucune subjectivité, comme une machine, comme une caméra les regarderait. Ces deux objets sont très semblables, très très semblables. Aujourd'hui, Philips vend des couveuses. Et c'est même volume, bon, peut-être la température, enfin bon, mais bon, on est d'accord, on est d'accord. Mais la distance, ce qui vous fait rire, ce n'est pas la distance entre les objets, c'est la distance en vous entre les deux concepts. Parce que le micro-ondes fait partie d'une catégorie cuisine le soir quand on est fatigué. La couveuse fait partie d'une catégorie très différente et pas toujours agréable. Il y a une énorme distance. Mais, en fait, la distance, elle est dans votre tête plus que dans les objets. Et l'art de la créativité, en tout cas chez Philips, c'est d'avoir dit, au niveau de la direction, on va rentrer dans le monde de la santé. C'est ça. Imaginez, avant, quelqu'un sur la chaîne de montage des micro-ondes. Il appelle son chef. Chef, j'ai une idée. Pourquoi on ne fait pas des couveuses? Qu'est-ce qu'il fait le chef? Il se dit, mais pourquoi il est chez moi ce type? Non. Il ne sait pas quoi faire. Mais si, par en haut, on a créé le cadre santé, alors qu'est-ce qui se passe? Le gars qui a son idée, c'est la star. Ce qui veut dire, et c'est ma conviction profonde, et c'est ma raison de l'optimisme, je suis convaincu que les gens et les idées existent, et que ce qui manque, ce ne sont pas les idées, c'est des représentations du monde. Là, c'est un mot un peu plus sophistiqué pour parler de cadre. Cette capacité de voir le monde autrement, de me dire, pour Philips, mon métier, c'est le jetable. Pardon, pour Bic, le jetable, pour Philips, la santé. Ce sont ces représentations du monde qui, tout à coup, font dire, mais finalement, le gars avec sa couveuse, mais c'est génial son truc. L'idée était là, mais s'il n'y avait pas eu le cadre au préalable, je ne suis pas sûr, et je suis sûr même qu'elle n'aurait pas eu beaucoup de succès. En fait, si on revient à la base même de la pensée, on a tout compris. On va faire un tout petit exercice, tout petit, et je vais vous demander de parler fort pour que j'entende. Je vais vous demander de terminer 2 petites phrases, très très courtes. Première petite phrase, un exemple de voiture est la Porsche. Voilà, très bien. Deuxième petite phrase, la voiture est un exemple de... Voilà, j'ai entendu luxe et transport, et je vais en rester là, j'ai assez pour continuer. Tout est dit. Première petite phrase, la voiture est un exemple de... Non, pardon, un exemple de voiture est là, c'est la première. Ce que vous faites, vous partez du concept en vous, la voiture, et vous descendez, et vous dites Porsche, Ferrari, Renault, etc. Et finalement, ça n'apporte pas grand-chose, il n'y a pas de... Bon, bref. La deuxième petite phrase, quand je dis la voiture est un exemple de... Je vous force au concept. Dans le premier, je vous force à l'objet. Renault, Peugeot, Porsche. Dans la deuxième petite phrase, la mettre à l'envers, je vous force au concept. La voiture est un exemple de... Et qu'est-ce que j'entends? Luxe et transport. Transport, c'est ce qu'on appelle les sentiers battus. La zone de confort. C'est clair que la voiture est un exemple de transport. Mais c'est le souvenir d'une ancienne déduction. Par contre, si je dis la voiture c'est un exemple de luxe, ça veut dire que j'organise ma vision du monde, luxe, pas luxe, ou un peu luxueux. Et je vois les choses complètement différentes. Et quand,
vous faites ce tout petit exercice, vous réalisez que dans la première petite phrase, vous êtes prisonnier. Si vous dites un exemple de voiture et Coca-Cola, on va dire mais non. Bon. Par contre, dans la deuxième petite phrase, personne ne peut vous dire que vous avez tort. La voiture est un exemple de transport, un exemple de luxe, un exemple de grands problèmes pour le futur, un exemple de choses que j'aime dessiner, un exemple de mots de 7 lettres, et vous pouvez y aller, etc. Parce qu'un concept n'est jamais vrai. On n'a jamais raison, on n'a jamais tort. On vient simplement avec quelque chose de neuf. Et bien sûr, si je dis mon métier c'est le jetable, c'est simplement, je vois ceci, le sentier battu, l'écriture, l'idée nouvelle, le cadre nouveau, le jetable, comme le luxe. Et le fait de changer son regard sur les choses, c'est ça qui rend tout possible. Et que donc, sortir du cadre, je veux bien encore utiliser l'expression, elle ne me dérange pas, parce que c'est vrai, mais elle met l'accent sur la partie facile. La partie difficile, c'est retrouver la force de l'induction, c'est-à-dire, au fond, je suis libre de mes concepts. Je suis libre. Si je vous donne 300 livres, et je vous dis, classez-moi ça, vous pouvez faire deux choses. Ou bien penser peu et les classer dans un classement existant, ou bien penser beaucoup et vous dire, tiens, comment je ferais? Vous dites, comment je ferais? Et classer des livres, vous pouvez faire ça de manière extrêmement, extrêmement différente. La créativité, c'est cette capacité à voir le monde autrement. Et la récompense, c'est ce sentiment qu'on éprouve en disant, mais cette idée-là, qui existe pourtant depuis bien longtemps, mais au fond, c'est pas si idiot du tout. Et la preuve, on le fait. Et mon travail, qui a consisté pour beaucoup à faire de la créativité, a finalement fameusement changé. Je travaille les représentations du monde. Et je vous assure, je m'amuse bien. Bon, ça. Je suis arrivé il y a 15 jours dans une grande entreprise à Liège. Bon, comité de direction, je dis voilà, premier exercice. Est-ce que vous croyez que l'aéroport de Bruxelles pourrait être chinois dans 10 ans? Ils m'ont regardé en disant, bon, si on doit passer une journée avec ce gars, ça va être un peu... bon. Ils m'ont dit non. Bon. Deuxième exercice. Imaginez que nous sommes en 2022 et que l'aéroport de Bruxelles est chinois. Dites-moi comment, pourquoi c'est arrivé? Alors, ils ont commencé à réfléchir en se disant, c'est vrai que les finances publiques, c'est plus grand-chose à vendre, etc. Puis il y en a un qui a dit, mais au fond, pour un Chinois, pour embêter Air France KLM, c'est génial, parce que Paris-Amsterdam, Bruxelles est juste au milieu, on va aller se mettre là au milieu, quoi. Et puis il y a un qui a dit, mais au fond, quand Mittal a acheté Krill ou Arcelor, personne ne connaissait Mittal, donc ça veut dire que ça existe des gens qu'on ne connaît pas. Et puis il y en a un qui a dit, mais au fond, un truc vachement important pour la Chine, vachement important, c'est l'Afrique. Et un des gros atouts de Bruxelles, c'est le réseau africain. Ils ont trouvé 9 raisons. Puis je suis revenu à la première question. Est-ce que vous croyez que l'aéroport de Bruxelles sera chinois dans 10 ans? Ils ont dit, on ne sait jamais. Bon. Et j'avais gagné ma journée, parce que c'est sûr. Vous voyez, si on regarde sur mon modèle, est-ce que vous croyez que l'aéroport sera chinois dans 10 ans? Vous partez du concept en vous. Vous ne voyez aucune raison. Par contre, si je vous force à conceptualiser, à regarder dans l'autre sens, vous trouverez plein d'explications. Et c'est vrai, le réseau africain de la SN Bruxelles, c'est probablement ce qui vaut le plus dans cette compagnie. Et donc, déstabiliser, déconstruire, voir des nouvelles représentations du monde. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il faut faire la créativité. Parce que c'est comme une terre, il faut la labourer avant de semer. Et je vais encore vous donner une petite histoire qui m'a fort marqué. C'était au début où je pensais comme cela, et ça rapproche d'ailleurs du marketing. J'avais fait une conférence à Paris, et dans la salle, il y avait le patron d'une petite entreprise de champagne qui s'appelle Castellane. Bon, peut-être vous connaissez, c'est pas les tout grands, mais c'est quand même pas mal, quoi, 120 personnes. Bon. Et le type me dit, c'est intéressant ce que racontez, j'ai envie de faire un test, venez faire un test de votre nouvelle théorie. Bon, il ne faut pas sortir du cadre, il faut en créer. Bon. D'accord? Alors je dis, ok, je vais venir 2 matinées. Et je suis venu 2 lundis matin. Le premier lundi matin, j'arrive, je dis bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Ils me regardaient en disant, mais on fait du champagne, on en faisait il y a 3 mois, on n'a pas changé pendant l'été, donc bon. Oui, d'accord, mais je dis, changez votre représentation du monde. Quoi? Bon. Et puis, un peu de tension. Et finalement, je leur dis, mais
décrivez-moi ce métier autrement. Autrement. Si vous voulez des idées de marketing, il faut décrire votre métier autrement. Ils ne comprenaient pas. Moi, j'étais un peu tendu. Bon. Et puis, à un moment, m'est venue l'idée qui m'a sauvé. Je dis, écoutez, maintenant, vous allez me décrire votre métier, mais je vous demande de ne pas utiliser les mots champagne, bouteille, supermarché, camion, bar, hôtel, etc. C'est quoi votre métier? Un petit moment de tension, et puis quelqu'un a dit, finalement, notre métier, c'est de contribuer au succès des fêtes. Fin de la première journée, pas la moindre idée de marketing, un peu de tension. Bon, je reviens la semaine suivante et je dis bonjour, c'est quoi votre métier? On contribue au succès des fêtes. On ne va pas recommencer comme la semaine passée, d'accord, très très bien. Et je dis bon, dites-moi quand une fête est plus réussie. Immédiatement, un type dit quand le discours est meilleur. À mon avis, il avait dû avoir une expérience un peu désastreuse pendant le week-end, du genre. Il n'a pas fallu une minute que quelqu'un d'autre dise j'ai une bonne idée de marketing. On va faire un petit livre, comment écrire un bon discours. Et ils l'ont fait. Et ils ont gagné le grand prix de l'idée dans, je ne sais plus à quelle année, là, du côté d'Épernay. Un petit livre, comment faire un bon discours. Ça coûte 1 euro maximum. Bon, vous l'attachez à la bouteille, et quand vous êtes au supermarché, vous voyez toutes des bouteilles. Il y en a une avec un petit livre. Comment faire un discours? Vous dites, évidemment. Et ils ont vraiment eu, je dirais, une montée dans les ventes grâce à ça. Et pour moi, c'est un peu un conte de fées, parce que la fête, en tant que telle, pour Castellane, ce n'est pas une idée. C'est une manière de voir, de se représenter leur métier. Et donc, c'est une manière de conceptualiser autrement, et c'est une manière donc de descendre vers le monde avec une autre manière de voir. Et d'ailleurs, sur ce concept de fête, ils ont eu beaucoup, beaucoup d'autres idées. Peut-être maintenant, le filon est tari, mais c'est sûr que, bon, de voir autrement, c'est ça qui va faire qu'on peut détecter parmi des idées existantes, celles qui vont gagner. Moi, je suis devenu très platonicien. Je crois que les idées sont là. Vous n'avez pas besoin dans vos entreprises d'engager des créatifs, de regarder autrement tout ce qui s'y trouve. C'est ça. Je crois avoir dit ce que je voulais dire. Alors, que conclure de tout ceci? Mais rien du tout. Ah non, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter de penser. Mais je vais peut-être parler pour m'arrêter, il me reste 4 minutes 41, d'un grand monsieur qui s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, qui est un peu pratiquement un résumé de tout ce que j'ai dit. C'est un personnage incroyable, qui a vécu très longtemps, qui a été une espèce de révolution industrielle à lui tout seul. Et en lisant sa vie, pratiquement tout ce que j'ai raconté, je peux l'illustrer. D'abord, ce type, il a eu des idées géniales. Bon, l'ampoule, je ne sais pas si c'est lui, il y a au moins 15 personnes qui se réclament de l'invention de l'ampoule, mais bon, bref, peu importe, on va dire que c'est lui. Il a eu beaucoup d'idées incroyables, plus de 1000 brevets. Il est toujours aujourd'hui dans le Guinness Book des records, toujours aujourd'hui. Plus de 1000 brevets. Et Thomas Edison, prenons l'exemple de l'ampoule. En fait, c'est un très bon exemple. Avant Edison, quiconque voulait éclairer brûlait. De la cire, de l'huile, de l'alcool. Et dans ce cadre, dans cette simplification, pour éclairer, je dois brûler, on a inventé beaucoup d'autres choses. Beaucoup. Un jour, Edison s'est dit, moi j'ai une idée. Je vais éclairer en empêchant quelque chose de brûler. Vous imaginez les collègues. Tu ne rentrerais pas un peu plus tôt aujourd'hui? Donc, il a cassé le cadre. Il a quitté le cadre, la simplification. Si je veux éclairer, je dois brûler. Et il est parti dans une autre direction. Si je veux éclairer, je dois empêcher quelque chose de brûler. Bon. Après, on se dit, ouais, c'est pas idiot. Quoi. Si on m'avait posé la question, peut-être que j'aurais aussi dit un truc pareil. Non, c'est très fort. Mais vous n'avez pas encore gagné parce que à ce moment-là, vous commencez à tester. Il a d'ailleurs dit, j'ai inventé 500 manières pour ne pas faire une lampe. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas donné. Mais ça montre bien que le cadre éclairé, brûlé, qui avait tenu 2000 ans et qui avait produit beaucoup d'idées, en fait,
était devenu presque un piège. Et parfois on dit que le problème c'est de survivre à l'échec. Dans le cas d'Edison et dans beaucoup de cas que je rencontre, c'est survivre au succès. Quand je vois Survival of Optimism, je dis qu'en fait la survie, on croit toujours que c'est un problème quand il y a une faillite, une maladie ou une crise. Je crois que parfois la survie est un problème quand il y a eu beaucoup de réussite. Survivre le succès, c'est intéressant parce que Edison, qui a eu ses idées géniales, il a aussi fait des fautes gigantesques. Les grands génies font des grandes fautes. Parfois, c'est intéressant de ne pas être un génie parce que les fautes sont forcément... Il s'est opposé de toutes ses forces au courant alternatif. De toutes ses forces. Pourquoi? Parce que pendant 200, 300, 400 inventions, il avait tout fait en courant continu. Le télégraphe, l'ampoule et encore plein d'autres choses. Quand quelqu'un est venu chez Edison en disant « Tu sais quoi, Thomas, j'ai une idée, on va faire du courant alternatif. » Vous imaginez, quoi. Il a tout fait pour s'opposer. Il y a eu presque une guerre économique à New York à la fin des années 1880, l'électrification de la ville de New York. Et les deux concurrents étaient Edison en courant continu et Westinghouse en courant alternatif. Ça a été une guerre terrible avec des campagnes de médias. Edison, pour abîmer l'image du courant alternatif, a sponsorisé une chaise électrique. Donc ces archives sont assez... Donc ça veut dire que tout ça, c'est très très lié aux êtres humains et qu'Edison n'a pas de manière de fonctionner différente de vous et moi. Simplement, ayant plus dans la tête, les conséquences peuvent être plus grandes. Donc Edison en a à la fois un génie qui a transformé, d'ailleurs, c'est un des rares exemples de l'histoire, peut-être avec Steve Jobs, de quelqu'un qui est passé de la créativité à l'innovation. Donc, de toutes ces idées, il a fait un empire industriel, un peu comme Apple aujourd'hui. Et donc, Edison avait deux convictions. Et c'est comme ça que je vais m'arrêter. Il avait deux convictions à propos de la créativité. Ça marche bien à deux conditions. La première, c'est la persévérance. La persévérance. On peut arrêter de penser parce que ça a tellement souvent raté, on dit zut. On peut arrêter de penser tellement ça a réussi, survivre au succès. Et donc la première condition qu'il donnait, c'est la persévérance. La deuxième, le plaisir. Le plaisir. Un de mes livres s'appelle « Le plaisir des idées ». D'ailleurs, j'espère vous retrouver tout à l'heure à la librairie. Un de mes livres s'appelle « Le plaisir des idées ». Ce n'est pas mon meilleur livre, mais c'est mon meilleur titre. Parce que... C'est pour ça que je fais une réduction. Donc, c'est mon meilleur titre, parce que s'il n'y a pas une joie de penser, un peu comme on l'a fait ensemble pendant 45 minutes, et la joie est d'autant plus grande qu'on comprend la manière de penser, qu'on resitue les choses les unes par rapport aux autres, le concept, etc. S'il n'y a pas cette joie, il peut y avoir des conflits inutiles, des malentendus, Non, les règles de la pensée, il faut s'y plier, il faut s'y plier. Et donc, je m'arrête avec une dernière histoire à propos d'Edison, où il fait passer ce double message de la persévérance et du plaisir. Et l'histoire est la suivante. Il donnait beaucoup de conférences à la fin de sa vie. Une fois, il était à Boston devant un parterre prestigieux et il raconte sa vie. Puis vient le moment des questions. Et il y a une dame qui lève sa main et qui dit « Monsieur Edison, alors là, 1000 inventions. Mais Monsieur Edison, c'est incroyable. J'ai deux questions pour vous. Première question, quelle est votre toute première invention ?» Alors Edison dit, écoutez, ça c'est il y a longtemps, parce que je me rappelle, j'avais 17 ans, j'habitais dans un petit village, les voisins avaient une fille très sympathique. J'ai changé quelque chose dans la lampe à pétrole du papa, elle fumait moins, elle consommait moins, il était tellement content, j'ai pu sortir avec la fille. Alors la femme qui était déjà très admirative dit « Oh là là !» Mais j'ai une deuxième question, Monsieur Edison. Quelle est votre toute dernière invention? Alors il dit « Écoutez, ma toute dernière invention, c'est l'histoire que je viens de vous raconter. » Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Luc de Brabander.